Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture, dessin, cinéma et théâtre au menu du jour. De quoi s'amuser et passer un bon moment en notre compagnie, en votre compagnie surtout. Sans plus attendre, on plonge au fond de l'Atlantique, une exposition à voir jusqu'au 16 janvier dans le nouvel espace Bunkin à Nyon. Le vernissage aura lieu ce jeudi 5 décembre dès 18h. C'est un espace qui est né dans le bureau d'architecture Bunk. L'idée, c'était de proposer une vitrine aux artistes émergents de la région, principalement. Des illustrateurs, des graphistes, des designers, des architectes. Après, il y a 4 associés qui sont aussi derrière le projet, les associés de Bunk. Et puis, moi, je m'occupe de vraiment toute la partie exposition et conférences avec eux. Là, il y a eu 3 premières expos qui étaient donc des femmes de la région qui avaient une pratique liée au voyage. Et là, on va accueillir Anne Bory pour la 3e exposition. J'étais invitée au printemps passé, en mai, avril-mai l'année passée, à participer à une résidence à bord d'un voilier qui s'appelle Fleur de Passion. Et ce voilier a fait 4 ans de tour du monde en retraçant le tracé de Magellan. Il vient de terminer en septembre passé. Et à bord, il y avait des dessinateurs, il y en a eu 20 en tout, 10 hommes, 10 femmes qui ont été invités à participer. Et voilà, donc moi. Ouais, 3 premiers jours, il faut s'arrimer, il faut faut comprendre comment fonctionne le bateau. Donc c'est clair, ça laisse peu de place au dessin, il y a trop de choses à gérer. Donc ouais, les premiers jours, je me suis demandé comment j'allais remplir un peu mon contrat de dessinatrice à bord parce que j'avais pas la place, il y avait trop de choses, trop d'émotions. Alors il y a eu un petite latence en rentrant de digérer cette remontée de l'Atlantique et puis de savoir comment j'avais envie de raconter. Alors c'est clair, j'avais ces petits dessins, ces petits croquis. Après, ils étaient faits au crayon, comment j'avais envie de les retranscrire, trouver aussi comment dessiner l'eau. C'est pas si évident, trouver le mouvement. Voilà, ça m'a mis un petit moment. Puis une fois que j'avais trouvé cette espèce de système, voilà, j'ai pu faire ma série. C'est vraiment impressionnant à quel point elle arrive à nous faire vivre l'expérience à travers ses dessins. Et ce noir-blanc, c'est vraiment chargé de beaucoup d'émotions, quelques aplats de bleu, mais la plupart du temps, on est vraiment en voyage avec elle. J'avais pas du tout imaginé qu'une fois qu'on aurait plus vu la Terre quelques heures après être parti du Cap-Vert, c'était fini pendant 12-13 jours. Enfin, j'ai jamais vécu ça. C'est super beau, mais c'est super vertigineux. 15 jours de remontée de l'Atlantique, on voyait rien d'autre que l'eau, que l'océan tout autour de nous, et ça pourrait paraître monotone. Mais en fait, tous les jours, selon la météo, l'océan, la surface, elle est différente. Les couleurs sont différentes. Puis je crois que c'est vraiment une des choses. Il y a plein d'autres choses que j'ai adorées, mais c'est une des choses qui m'a particulièrement marquée. Puis je pense que ça m'a guidée tout au long du dessin. Puis c'est surtout sur la surface de l'océan que je me suis attardée. Bonne nouvelle pour vos chères petites têtes blondes, la petite lanterne est de retour. La première de la saison aura lieu ce samedi 7 décembre au Capitole à Nyon. Valérie Lebec, responsable du club La Lanterne Magique. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Expliquez-nous la petite lanterne pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, c'est la petite sœur de La Lanterne Magique. La Lanterne Magique est donc un club de cinéma pour enfants. Et là, en fait, on a créé depuis, donc ça fait 3 ans que ça existe, la petite lanterne. Ça fait 4 ans, la 3e année qu'on commence à Nyon. L'idée, c'est en fait de réunir les parents avec les enfants de 4 à 6 ans, justement, pour les préparer à aller au cinéma, à créer aussi un lien avec les parents, parce que du coup, la séance est avec les parents, ce qui n'est pas avec la lanterne magique. Et du coup, c'est pour en fait leur apprendre 6 thèmes différents sur le cinéma, enfin l'histoire du cinéma, ce qu'on ressent au cinéma. Et tout ça, ça dure 1 heure.
C'est justement assez court pour les enfants de 4 à 6 ans, qu'on sait qu'ils n'ont pas une capacité à rester concentrés trop longtemps, comme si d'aller voir un film Disney qui dure 1h30, 1h45. Ouais. Justement, comment on prépare les enfants au cinéma? Alors voilà, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés sur 2 ans, donc il y a 3 séances par année. La première qui aura lieu samedi, justement, c'est la séance spectateur, qui est là pour expliquer aux enfants ce qu'est la différence entre la télévision et le cinéma, par exemple. Aussi leur apprendre à être au cinéma, comment se comporter dans la salle, l'appréhension du noir pour les petits, certains la première fois qu'ils y vont, donc c'est sûr c'est un peu impressionnant. Donc il y a papa-maman avec, ou grand-papa, ça peut être avec qui on veut, avec un adulte, ou même avec ses grands frères, grandes sœurs. Et voilà, on leur explique en fait un petit peu, pendant une vingtaine de minutes, il y a une ciné-exploratrice qui est là avec eux, dans la salle, qui explique plusieurs choses qu'ils vont voir à l'écran, des petits extraits. Des extraits donc, qui ont pour thème comment le cinéma a débuté, etc. On en a justement quelques-uns de ces extraits, notamment Crocodile, je crois. Tout à fait. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est des dessins et puis on apprend justement à l'enfant à être spectateur. Voilà, c'est ça. Et là, c'est un dessin animé en fait assez simple d'accès. Y a pas souvent, c'est pas souvent avec des paroles, c'est plutôt des dessins animés muets et justement accessibles à tous. Mais aussi la culture, c'est qu'on a des dessins animés qui viennent de pays différents, comme celui-là par exemple, il vient d'Allemagne. Et Ouais. Comment vous les choisissez justement, ces films? Ça, c'est pas moi qui les choisis. C'est vrai que la Lanterne Magique a une expérience de bientôt 30 ans. C'est donc les personnes à Neuchâtel qui s'en occupent, qui ont une très grande expérience. Ils sont formés pour ça, ils savent très bien ce que les enfants peuvent gérer, absorber comme émotion, et voilà, ça c'est tout eux qui font. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Pas de souci, mais vous parlez justement notamment aussi du travail de l'illustratrice d'Anne Sommer, qui elle réalise notamment des dessins. Pourquoi son univers finalement il collait parfaitement au monde de l'enfance et du cinéma, selon vous? Alors en fait, c'était aussi pour que ça plaise aussi aux parents. Donc l'idée c'était d'avoir quelque chose qui leur parle à tous, qui est un peu du découpé, et voilà, qui attire autant le parent que l'enfant, parce qu'après, tout ce qu'elle fait, donc il y a un poster qui est distribué à la fin des séances. L'enfant reçoit aussi un autocollant à chaque séance qu'il peut mettre après chez lui. Et par la suite, sur le site internet, elle s'est aussi occupée de faire des jeux qui sont en rapport avec les thèmes qui ont été abordés, mais des jeux très simples, des puzzles, des cherche-et-trouve, des choses comme ça. Donc voilà, quelque chose qui soit ludique pour l'enfant, mais aussi pour le parent, qui puisse accompagner l'enfant à travers ses activités. Donc plus que du cinéma, c'est carrément une séance pédagogique, didactique. Complètement, voilà, c'est ça. Et les parents, eux aussi, vont apprendre des choses parce que... Qu'est-ce qu'ils apprennent, justement? Je pense que vous avez souvent des retours. Qu'est-ce que les parents apprennent de ces séances? Qu'est-ce qu'ils retiennent? En fait, je crois qu'aujourd'hui, on va au cinéma comme ça, en fait, sans vraiment se poser de questions. Oui, on va bien sûr voir une histoire et apprendre des choses, mais on ne se rend pas compte que tout ce qui est derrière l'image, en fait, a une importance. Comme il y a la séance musique qui nous fait prendre conscience que la musique a une influence sur ce qu'on voit à l'image. Par exemple, la même image avec ou sans telle et telle musique va donner un effet différent. Donc, plein de choses comme ça aussi. Et ça s'apprend dès 3 ans. Voilà, 4 ans, voilà, exactement. C'est ça. Un autre exemple, c'est notamment Pat et Matt le projecteur. On va voir justement un extrait encore à l'image. Là, qu'est-ce que c'est ce dessin? Là, c'est un peu plus du slow motion, donc aussi une autre technique de dessin animé, qui aborde justement le thème du cinéma d'une façon un peu rigolote. Voilà, c'est effectivement assez varié. Ça vient de Tchécoslovaquie, par exemple. Et c'est ce qui est important, c'est que tous les extraits, tous les courts-métrages qui sont diffusés viennent de partout dans le monde. Est-ce qu'il y en a de la région? Je sais qu'il y en a des Suisses, oui. La région Union, peut-être pas, mais Suisse en tout cas, oui. Ça, je sais qu'il y en a. D'ailleurs, samedi dans la séance, je sais qu'il y a un extrait, un court-métrage suisse. Quels sont les conseils que vous pourriez donner justement aux parents qui amènent leurs enfants au cinéma? Vous, en tant que maman, peut-être, comment est-ce que vous faites? Le conseil, ce serait juste d'y aller, parce que voilà, moi-même, j'ai découvert ça qu'il y a 3 ans. Mes enfants sont déjà grands. Malheureusement, je n'ai pas pu faire cette expérience-là avec eux, mais j'ai trouvé fantastique, parce que finalement, on se retrouve un petit peu dans cette peau d'enfant, dans le sens où on redécouvre les choses qu'on a peut-être oubliées. On a peut-être aussi perdu le temps, des fois, perdu l'habitude de prendre du temps avec nos enfants. S'asseoir pendant 1 heure avec eux dans une salle de cinéma, on le fait peut-être pas souvent. Et c'est juste ça, c'est vivre un moment privilégié avec son enfant, qu'on peut après, en plus, à la maison, le but, c'est d'en discuter. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as compris? Et on repart à la maison. Je trouve que c'est un lien culturel, un lien familial qu'on peut créer. Et c'est vraiment, moi, je suis vraiment une fan de cette petite lanterne qui amène plein d'émotions, d'expériences.
qu'on n'a pas Mais la l'habitude. question qui fâche peut-être, pourquoi amener les enfants au cinéma alors qu'aujourd'hui on peut regarder les films depuis chez soi, à la maison? Justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une surexposition à l'image, les enfants. C'est pas forcément cadré. Les parents font comme ils peuvent et comme ils veulent, mais c'est vrai que des fois, ils ne sont pas accompagnés dans l'image. Et le cinéma est aussi un petit peu déserté par les spectateurs. Donc nous, on cherche aussi justement à donner envie aux enfants d'aller au cinéma. Parce que c'est par là en fait que ça commence. Et après, ce qu'on voit à la télévision, malheureusement, c'est pas toujours de bonne qualité. Là, c'est vraiment des extraits et des courts-métrages que vous verrez nulle part ailleurs. Et justement, on a là, cette culture qu'on peut alors amener par l'expérience de la lanterne magique. C'est vraiment un cadeau et un plus qu'on peut leur offrir. Et de manière plus personnelle, quels sont vos souvenirs de vos premières au cinéma peut-être? Alors moi, je me rappelle, moi-même, la première fois que j'étais au cinéma, justement, ma maman m'a laissée toute seule. Et c'était pour voir un Walt Disney. Je me souviens très bien à Nyon, en plus, comme je suis de la région. Et j'avais eu très peur de me retrouver toute seule au cinéma. C'était lequel? C'était Merlin l'Enchanteur. D'accord. Rien à voir avec la Reine des Neiges dont tout le monde parle en ce moment. J'ai pas connu ça, malheureusement. Moi, j'étais encore dans autre chose. Mais c'est vrai que ça m'avait fait très bizarre de rester seule au cinéma sans ma maman. Pourtant, je pense que j'avais bien plus que 4 ou 6 ans. Mais voilà, c'est vrai que moi, je trouve fantastique déjà de garder cette culture du cinéma aux enfants. Et en plus, on peut leur apprendre un petit peu les petites astuces et tout ce qu'on ne sait pas sur le cinéma, c'est encore un plus pour eux. Valérie, pour la petite lanterne, à voir ce samedi 7 décembre au Capitole à Nyon, ça commence dès quelle heure? Alors, il y a 2 séances, donc il y en a une à 9h15 et une à 11h15. Comme on profite de faire ces petites séances pendant des séances de la lanterne magique, parce qu'il y a des familles qui ont des enfants de plus de 6 ans qui sont membres de la lanterne magique, et du coup les parents, au lieu d'attendre 1 heure, ils vont voir aussi quelque chose avec le plus petit ou la plus petite. Donc voilà, il y aura encore 2 autres séances plus tard dans l'année, une le 8 février et une le 28 mars, sur d'autres thèmes. Merci Valérie. Merci beaucoup. À la maison, toutes les informations sur le site internet www.petitelanterne.org. Pour terminer cette émission, cerise sur le gâteau, on chante avec le spectacle Attention, maître chanteur, à voir les 4 et 5 décembre, puis les 24, 25 et 26 février à la salle centrale Madeleine à Genève. On regarde un extrait et on en parle juste après. Est-ce que les choristes sont arrivés? Non, monsieur. Mais bon, enfin, c'est une catastrophe. La répétition doit commencer dans 5 minutes. Où est-ce qu'on va trouver 300 personnes pour chanter avec nous? Allez mon ami, en quoi êtes-vous déguisé? En héros. Nous ne connaissons rien aux usages et puis nous ne sommes que des parvenus. Parvenu peut-être, mais on y est arrivé. Avec nous pour en parler, Jacques Guay, qu'on connaît notamment dans la région, pour avoir, après le succès de La Belle Hélène, joué entre autres au théâtre de Terre Sainte à Copé. Jacques, bonjour, merci d'être avec nous. Salutations notamment à Raphaël qui nous regarde, puisqu'elle n'a pas pu être avec nous puisqu'elle est malade. Oui, Alors, absolument. cette saison... Enfin, elle s'économise, en tout cas pour ce soir. On a chanté hier soir et puis elle s'économise pour ce soir. Elle a bien raison. Vous revenez sur scène avec Attention, maître chanteur. Présentez-nous en quelques mots ce spectacle, Jacques. Alors attention, maître chanteur, c'est un spectacle qui est resté 4 ans à l'affiche à Paris, qui ensuite est parti en tournée en Suisse, en Belgique, en France, et qui a eu un énorme succès. Et ça a été le premier spectacle dans lequel on a initié quelque chose qui marche très très bien maintenant, c'est-à-dire une interactivité avec le public. C'est donc une comédie musicale lyrique, avec une histoire, des scènes de texte très très drôles, et puis avec des airs d'opéra, d'opérette, de comédie musicale, parfois de variété internationale. Sauf que le pitch du spectacle, c'est qu'à certains moments, les spectateurs chantent avec nous, grâce à un écran géant. D'ailleurs, vous l'avez vu sur les images. Vous adorez faire chanter le public, pourquoi? C'est merveilleux, parce qu'à la fois on est sur scène, donc nous, c'est extraordinaire de pouvoir chanter, mais d'avoir ce retour du public et cette communion qu'on a avec eux, ça c'est quelque chose d'inouï. Ça a été un essai il y a 5 ans à peu près. On n'était pas sûr du tout de notre coup.
Et finalement, ça a très bien marché. Voilà. Avec Raphaël, vous êtes des grands chanteurs d'opéra. Hein. Vous avez joué les plus grands rôles. En gros, finalement, cette façon de nous faire chanter, c'est un peu nous humilier, dites-le. Ah non, justement, non. Justement, les gens nous ont posé la question quand on a eu cette idée. D'abord, les gens pensaient qu'on allait les faire chanter individuellement, qu'on allait les faire monter sur scène, etc. Pas du tout. Les gens restent dans la salle est éteinte, donc on ne met personne en danger. Et surtout, il y a une chose... Les oreilles. Comment ? Juste les oreilles. Oui. Mais non, justement. On s'est dit, mais si le public chante faux, eh bien, le public chante juste. C'est très curieux. Donc, au milieu du public, il y a certainement des gens qui font des choses épouvantables, mais en fait, la globalité du public chante juste. Et ça nous a épaté dès le départ, donc on est ravis. On vous connaît dans le milieu du spectacle, vous abordez l'opéra, l'opérette de manière toujours très drôle, finalement, de manière plus sérieuse. Hein, je vous taquinais avant, mais finalement, c'est aussi de désacraliser un peu cette image de l'opéra. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison de le sacraliser au point de vider les salles. Voilà. C'est extraordinaire, l'opéra, c'est un art merveilleux, mais il ne faut pas le sacraliser au sens où il ne faut pas que ce soit réservé à une élite et que tout le monde n'en profite pas. C'est au départ un art populaire, donc il faut qu'il reste populaire. Vous y prenez beaucoup de plaisir. Vous commencez votre carrière de chanteur lyrique, puis vous bifurquez dans le théâtre musical. Vous me disiez la première fois que je vous ai rencontré que c'était un accident très heureux, c'est-à-dire oui, c'est un accident heureux, c'est-à-dire qu'avec Raphaël, on s'était rencontrés sur scène, donc dans un opéra, et puis on avait envie de faire un spectacle ensemble, un spectacle grand public. On a fait ça à l'Opéra de Saint-Étienne et ça a marché au-delà de nos espérances. C'était la Diva et le Toréador. Ensuite, on est allé dans un théâtre parisien qui était la Gaîté Montparnasse et on devait rester 3 mois puisqu'on avait des contrats par ailleurs dans les opéras. Et on devait rester 3 mois et on est resté 4 ans à l'affiche dans les différents théâtres. Et donc, ça a été cet accident heureux. On ne regrette pas du tout parce qu'on a été très épanouis dans notre carrière de chanteur lyrique et maintenant, on est épanouis dans notre carrière d'auteur et de metteur en scène et de chanteur de théâtre musical. Pour revenir justement à ce spectacle, Attention Maître Chanteur, vous nous disiez qu'il était aussi à l'affiche à Paris durant plusieurs années. Salué par la critique, toujours en bien. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès de ce spectacle ? Alors, je ne sais pas. Je suis très mauvais juge là-dessus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est extrêmement exigeant. C'est qu'on est très exigeant sur la qualité des voix. C'est-à-dire que les gens vont dans un théâtre, mais ils entendent des voix qu'ils pourraient entendre à l'opéra. Donc déjà, musicalement, on est très exigeant. Ensuite, on est très exigeant théâtralement, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas sombrer dans la facilité. Et vous savez, dans l'humour, c'est très difficile, parce que l'humour, à une seconde près, à un mot près, c'est drôle ou pathétique. Donc voilà, on travaille énormément, on se remet en question. Techniquement, c'est très difficile. Vous jouez, chantez, vous passez de la voix parlée à la voix chantée. Là, c'est oui, ça c'est très difficile. Ouais, comment on entraîne tout ça ? Et alors, c'est drôle parce que pour un chanteur, c'est parfois la voix parlée qui fatigue plus que la voix chantée. Parce qu'avec la voix parlée, vous êtes obligé d'avoir des intonations différentes. Vous pouvez gueuler, vous pouvez parler moins fort, vous pouvez... Bon, c'est un peu différent. Et donc, c'est éventuellement ça qui est une source de fatigue pour un chanteur, plus que de chanter. Attention, Maître Chanteur, à voir les 4 et 5, puis les 24, 25 et 26 février à la salle centrale Madeleine à Genève. Et puis, ils reviennent pour un autre spectacle. Si Molière m'était chanté, là, c'est la même recette ? Alors, ça, c'est la même recette. Alors, c'est la même recette, c'est-à-dire musicale, théâtrale, très drôle. Et on s'appuie aussi sur le génie de Molière, parce qu'il va y avoir évidemment des extraits de Molière. L'histoire est très drôle parce que c'est un PDG d'une multinationale qui se fait renverser par une trottinette et qui tombe dans le coma. Et quand il se réveille, il se prend pour Molière. Donc tous les toubibs sont absolument paniqués. Et ils disent, mais si on lui dit qui il est véritablement, si on ne lui dit pas qu'il est Molière, il risque de nous faire une attaque. Et ça peut lui être fatal. Donc tout le monde va se mettre en scène dans des costumes du 17e en essayant de lui faire croire qu'il est Molière. Et il va se passer évidemment plein de choses très drôles. Très drôle. Pour le coup, à voir les 18 et 19 décembre, puis les 21, 22 et 23 janvier. On vous connaissait dans la région, je le disais, pour La Belle Hélène, c'était aussi un franc succès. Là, vous revenez avec ce spectacle sur scène ou ça s'est arrêté ? Avec La Belle Hélène, on va peut-être la redonner, mais on redonne, comme au théâtre communal de Coppet, on donne Jet Set Paradise avec une troupe coppétane.
remarquable. Et puis nous serons sur scène. Et puis d'autres artistes, ce sera au mois de juin. Et donc ça s'appelle Jet Set Paradise. Vous redonnez de la voix aux amateurs. Absolument. Et ça, c'est fabuleux. Jacques, merci Voilà. d'avoir été avec nous. On se réjouit de vous revoir sur scène. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. À bientôt.